Un avion s'écrase dans les montagnes au nord d'Athènes. Il n'y a aucun survivant parmi les 121 personnes qui étaient à bord du Boeing 737 de la compagnie chypriote Helios. Ce soir à minuit, les 8500 Israéliens qui habitent dans les 21 colonies de Gaza devront bon gré mal gré évacuer. 50 000 militaires israéliens seront déployés pour cette opération. La fréquentation touristique a été relativement bonne en ce début du mois d'août. D'après les professionnels, les conditions climatiques y sont pour beaucoup. Sortie en salle mercredi d'un film à suspense, The Island, en français Une île, un film de science-fiction réalisé par l'américain Michael Bay. Helsinki, les 4 médaillés d'or du 4 x 100 mètres masculin ont démontré que l'esprit d'équipe, la volonté et la rage de vaincre pouvaient tout permettre. Madame, monsieur, bonsoir. Accident d'avion en fin de matinée à 40 km au nord-est d'Athènes. L'appareil de la compagnie chypriote Helios, avec à son bord 121 personnes, s'est écrasé sur une zone non habitée. Les circonstances de cet accident sont encore confuses. Les pilotes auraient été pris d'un malaise. Il pourrait y avoir eu des problèmes de pressurisation. Récit Mathias Silian. La queue du Boeing 737. Plus loin une aile. Le reste de l'appareil est dissimulé par un épais nuage de fumée. Selon plusieurs témoignages, des dizaines de corps calcinés sont éparpillés autour du fuselage de la carlingue. Il n'y a aucun survivant sur les 121 personnes qui étaient à bord. L'incendie provoqué par le crash a beaucoup compliqué le travail des secouristes. La situation sur place est pire que nous l'imaginions. Nous ne sommes pas, pour l'instant, en mesure de procéder à la reconnaissance des corps. Pour le moment, l'important est de soutenir psychologiquement les familles des victimes. Le Boeing 737 avait décollé de Larnaca à 9 h ce matin, direction Prague via Athènes. Il s'est écrasé quelques minutes avant d'atteindre la capitale grecque. Ce matin, la confusion régnait autour de la cause du crash. L'armée de l'air grecque évoquait un possible détournement de l'avion par des pirates de l'air, une thèse rapidement écartée par le ministère des Affaires étrangères à Athènes. Selon ce fonctionnaire des transports chypriotes, il n'y avait plus de communication entre l'avion et la tour de contrôle, que ce soit à Chypre ou en Grèce. Dès qu'on l'a su, on a prévenu les autorités grecques qui ont immédiatement fait décoller des avions de chasse, explique-t-il. Les F-16 se sont approchés du cockpit du Boeing. Le pilote n'était plus aux commandes. À l'aéroport de Larnaca, depuis l'annonce du crash, l'attente est insupportable pour les familles des victimes, en grande majorité chypriotes. Le Boeing appartenait à la compagnie à bas coût Helios. Cet homme en est l'un des responsables. Une femme s'accroche à son poignet, comme pour éviter l'inéluctable. Il n'a en fait aucune information précise à lui donner. D'où la colère des proches des victimes. Certains sont déjà partis pour Athènes, d'autres devraient les rejoindre ce soir. Alors, une panne de pressurisation ne peut à elle seule causer l'accident d'avion, mais elle peut expliquer un malaise des pilotes. Pour l'heure, en tout cas, c'est plutôt la piste de l'accident technique qui est en effet retenue. Dorothée Cochard. Première question dans le drame qui a frappé le Boeing 737. Quelles sont les causes de la dépressurisation? Car il y a bien eu dépressurisation. Peu avant le crash, le commandant de bord déclare aux contrôleurs aériens que son appareil a un problème d'air conditionné. Puisqu'il y a une baisse de la pression, il y a une pression en oxygène qui est inférieure à la pression qui nous permet de respirer au moment où on parle. Et cette baisse de pression fait que ça peut entraîner des pertes de conscience. Selon un quotidien chypriote, l'avion semblable à celui-ci avait déjà connu à 2 reprises un problème de pressurisation. Le premier en 2003, le deuxième il y a 2 mois. Information démentie par la compagnie aérienne. Mais une panne de pressurisation ne suffit pas à faire tomber un avion. Il existe des systèmes de sécurité automatisés. Comme il est montré avant chaque vol, sur toutes les compagnies aériennes, des masques à oxygène tombent automatiquement en cas de besoin. Et c'est ce qui a dû se produire car selon un témoin, les corps éparpillés portaient bien tous des masques à oxygène. Deuxième énigme, la chute de la température. Des couvertures avaient été données aux passagers dès le début du vol. De plus, information encore à vérifier, un passager aurait envoyé un SMS depuis l'avion à l'un de ses cousins affirmant que les pilotes s'étaient effondrés et qu'un froid glacial régnait dans l'avion. Il faut savoir que la température baisse d'environ 6 degrés tous les 1000 mètres. Or, au moment où le pilote contacte la tour de contrôle, l'avion évolue à 10 000 mètres d'altitude. La température extérieure avoisine moins 56 degrés.
Tous les pilotes sont formés, dans de telles circonstances, à faire très rapidement redescendre l'avion à une altitude viable en oxygène et en température. Pourquoi les pilotes ne l'ont-ils pas fait? Est-ce que les systèmes d'oxygène ont été défaillants? Y a-t-il eu intoxication de l'air ambiant dans le cockpit? Et surtout, pourquoi le contact radio a-t-il été rompu? On devrait bientôt connaître les réponses. Les 2 boîtes noires ont déjà été retrouvées. C'est demain qu'Israël va mettre fin à 38 ans d'occupation de la bande de Gaza à partir de minuit. Les 8500 colons doivent évacuer. 50 000 soldats israéliens sont mobilisés pour cette opération. Et de son côté, la police palestinienne a envoyé 7500 membres supplémentaires des unités de la sécurité qui ont pris position eux aussi aux abords des colonies. Bernard Lebrun. L'image est rare. Un officier et un général palestinien arrivent pour rencontrer des généraux israéliens. Poignée de main chaleureuse et message politique évident, c'est d'un commun accord que s'organise la sécurité de l'opération retrait, retrait pourtant unilatéral, mais opération policière conjointe à haut risque. Face à face, mais en voie de séparation, 9000 colons juifs et 1,5 million de Palestiniens. Au milieu, 50 000 soldats israéliens et 7500 policiers palestiniens. C'est cela Gaza, une poudrière. Dès aujourd'hui, les forces palestiniennes se sont déployées à Rafah, au sud de la bande de Gaza, le long de la frontière égyptienne, pour éviter les infiltrations. Idem au barrage israélien. Ce soir à minuit, les forces israéliennes boucleront tous les accès de la bande de Gaza pour demain en sortir les colons. Nous ne partons pas au combat, ce n'est pas une guerre. Certains colons, les plus extrémistes, pratiquent déjà la politique de la terre brûlée. Geste de colère de ces hommes qui parfois vivaient ici depuis 38 ans pour les plus anciens. Je ne veux rien laisser aux Palestiniens, ils pourraient en profiter. Ils ne le méritent pas. Un feu de haine et de désespoir qui présage les pires affrontements. Parmi ces 21 colonies, celle de Gadi dans le sud de Gaza, fondée en 1982, elle abrite 300 habitants, pour la plupart des immigrés français. Ce matin, une cérémonie religieuse était organisée autour du cimetière. Ils se résignent à partir avec d'autant plus d'amertume, ces colons, que certains ont vécu le même épisode en 1982 lorsqu'ils ont dû quitter le Sinaï. Martine Laroche-Joubert et Gilles Jacquet. C'est le dernier hommage aux morts dans cette colonie du Gush Katif. Après l'évacuation, ils seront déterrés et inhumés ailleurs. Une cérémonie empreinte de douleur ce matin. Ces chants religieux implorent l'aide de Dieu. Parmi eux, certains vont rester jusqu'à leur expulsion par l'armée. D'autres partent dès aujourd'hui. Ceux-là emportent même leurs outils de travail, la citerne, le climatiseur. Tout doit disparaître. Ces colons n'attendent pas le jour J pour déménager. Nous partons parce que nous respectons la loi. Je n'ai pas envie que des soldats viennent ici et que ça dégénère. C'est une décision de l'État, je pense que c'est illégal, mais qu'est-ce que je peux faire? C'était le salon, soupire Yair, son propriétaire. Une dernière visite avant de l'abandonner. C'est dur. Je ne reconnais même plus ma propre maison. Si un miracle arrive, on reviendra et on la rénovera. Leurs sourires paraissent un peu forcés. Ils laissent 23 ans de vie ici. Ailleurs, dans les colonies, certaines familles décident de rester jusqu'au bout. Miral vit là depuis plus de 20 ans. Cette mère de 11 enfants n'emballe aucun carton dans sa maison. Une obstination qui s'explique par sa propre expérience. Elle a déjà vécu une évacuation. C'est ma fille, nous dit-elle. Elle avait 2 ans à l'époque. Voilà l'entrée de la maison Yamit. 1982, pour la première fois, des centaines d'Israéliens sont expulsés de force de cette colonie de Yamit dans le Sinaï. Une opération dans le cadre du traité de paix avec l'Égypte. Alors aujourd'hui, Miral se souvient. Des quantités de gens comme moi étaient venus les soutenir. On avait l'impression qu'on allait sauver Israël. Et puis, au bout de 2 mois, on a compris la réalité. Les soldats nous ont jetés dehors. À son tour maintenant d'avoir besoin de soutien. Une trentaine de personnes venues de colonies de Cisjordanie campent dans sa maison depuis des semaines. Nous sommes venus les aider, mais c'est eux qui nous donnent de l'énergie. Cette famille nous apprend comment on peut se débarrasser de la dictature du gouvernement. Et quand nous demandons à Miral comment elle réagira avec ce bébé le jour de l'évacuation, elle nous répond qu'elle le tiendra dans ses bras et que les soldats se demanderont pourquoi ils chassent
un si beau bébé. Ces colonies du Gush Katif sont beaucoup plus religieuses que celles de Yamit autrefois. C'est la raison pour laquelle leur évacuation risque d'être mouvementée. En tout cas, dès ce soir, minuit, elle devrait être bouclée par l'armée. En Allemagne, à Cologne, les organisateurs se préparent à accueillir 800 000 fidèles pour les 20e Journées mondiales de la jeunesse. Il faut loger les pèlerins, mais aussi assurer leur sécurité. Ce soir, plus de 30 000 bénévoles assistaient à la première messe, l'occasion d'une première communion. Reportage sur place, Stéphanie Davoigneau et Laurent Desbois. Le rouge n'est pas la couleur des supporters d'une équipe, mais celle du blouson des 31 000 volontaires qui organisent les JMJ. À Cologne, on célèbre la messe dans un stade. C'est toute la démesure de l'événement. Pour l'instant, les blousons rouges sont un peu seuls sur le parvis de la cathédrale, mais dès demain, 400 000 pèlerins les rejoindront. De quoi mobiliser les forces de police, surtout après les attentats de Londres. Oui, ça nous donne une sensibilité, mais ça ne change pas notre programme de sécurité. Parce que c'est organisé dans le niveau le plus haut, c'est comparable à la visite du président des États-Unis. Le QG francophone aussi est sur le pied de guerre. On attend 30 000 Français. Le changement de pape n'a pas découragé les pèlerins, au contraire. Jean-Paul II était une grande personnalité, mais je pense que les jeunes ont avant tout envie maintenant de se faire une opinion de Benoît XVI, le cardinal Ratzinger, qui a souvent été présenté un peu de manière négative, un peu caricaturale. Un Benoît XVI, tout sourire sur le parvis de la cathédrale, heureux sans doute à l'idée de revenir chez lui, en Allemagne. Mais la ville de Cologne, ce n'est pas lui qui l'a choisi, c'est un certain Jean-Paul II. Le créateur des JMJ lui volerait presque la vedette. À l'origine, Jean-Paul II aurait préféré une ville africaine pour ses 20e JMJ. Finalement, Cologne a été retenue pour ses infrastructures. L'archevêché est un des plus riches au monde, 500 millions d'euros de budget annuel. C'est l'équivalent en France du budget national de l'Église catholique. En France, un avion de surveillance des feux de forêt s'est abîmé en mer aujourd'hui au large de Montpellier. L'appareil de type Trush Commander flottait à l'envers sur l'eau. Le pilote a été extrait vivant de l'appareil par des maîtres nageurs, mais il a succombé à un arrêt cardiaque et à un traumatisme crânien. Il venait de survoler pour la 3e fois un incendie près de Sérignan, un incendie qui a dévasté un camp de nomades où une quinzaine de caravanes de voitures ont été détruites. Le village de Flyosque dans le Var vit depuis le début du mois au rythme des coupures d'eau. La mairie a organisé des distributions d'eau en bouteille et une partie de la commune a maintenant été raccordée avec un puits de forage. Retour donc dans ce village avec Caroline Gauthier et Édouard Perrin. Jamais le village de Flyosque n'avait connu une telle situation. Au robinet, pas une goutte d'eau. La mairie nous donne des packs d'eau, donc on va les chercher, c'est régulier. Et puis on s'organise le soir. Quand nous avons de l'eau. Et cela dure depuis 15 jours. 2 quartiers du village sont totalement à sec. D'autres ont de l'eau, mais elle n'est pas potable. Alors en mairie, matin et soir, c'est le défilé. On commence à s'y faire. Pourvu que ça ne dure pas quand même. Vous brossez les dents avec ça, vous faites cuire les pâtes avec ça. C'est un peu le Moyen-Âge, mais bon. Beaucoup de gens maintenant se rendent compte qu'il faut faire avec, il faut faire un effort. Il y a quand même de l'eau qui est à leur disposition sur 2 plages horaires, 3h et 3h le matin et le soir. Ça leur oblige à maîtriser, à gérer leur eau. Un des 2 forages qui alimentent Flyosque a subitement arrêté de fonctionner, faute d'eau. Depuis vendredi, une solution provisoire a été trouvée. 2 kilomètres de canalisation acheminent de l'eau en provenance de Draguignan, la ville la plus proche. La solution qu'on a mise en place, c'est une solution de secours qui permet d'économiser la ressource restante. Et si Draguignan peut nous donner un peu plus, mais qui permettra d'améliorer la situation au fur et à mesure des jours qui passeront. Bonjour madame, est-ce que vous êtes au courant de l'arrêté préfectoral qui interdit d'arroser les pelouses, madame? Les habitants qui, eux, ont toujours de l'eau sont particulièrement surveillés. Ça mérite un coup d'œil. Jean-Michel Dos Santos veille et il a l'œil. Vous voyez, là, ça paraît un petit peu vert, là, par contre. C'est trop vert? C'est un peu vert, ouais. Donc suspect? C'est suspect. Une belle pelouse signifie infraction. Les récidivistes risquent une amende de 1 500 €. À Flyosque, pour remonter le niveau des nappes phréatiques, le salut ne peut maintenant venir que du ciel. Et nous vous montrions vendredi le niveau extrêmement bas par endroits de la Charente, notamment en amont d'Angoulême. En aval, la rivière retrouve un débit plus important. Mais les loueurs de péniches, d'habitation et les bateaux de promenade surveillent avec inquiétude le débit du fleuve et les conditions de navigation. Nicolas Luizet et Philippe Ritaine.
La navigation est plus délicate, mais ce que retiennent les touristes, c'est que les péniches circulent toujours. Pas de quoi les dissuader de venir, même si certains reconnaissent avoir hésité. Car le manque d'eau est visible, le fleuve connaît actuellement son plus bas niveau. On en a entendu parler quelques jours avant de partir. Donc effectivement, on se demandait si cette croisière allait pouvoir se faire. Je suis étonnée qu'il y ait autant d'eau, puisque la Charente, il y a quand même un manque d'eau beaucoup plus important que notre Limousin. Aux commandes de ce bateau, Fabrice ressent directement les effets de la sécheresse. Pour piloter désormais, il ne quitte plus des yeux cet écran qui lui indique la profondeur du fleuve. On a des bancs de pierre et des bancs de sable qui sont assez en profondeur, et comme l'eau est basse, c'est-à-dire qu'on commence à en avoir pas mal et on commence à certains endroits en touche, quoi. Les pierres, les bancs de sable, ce ne sont pas les seules difficultés. Il faut passer les écluses, c'est encore possible, mais jusqu'à quand? Quand on baisse le niveau comme ça, vous allez voir, on voit le fond, on voit très nettement le fond. Si ça continue à baisser en aval, le bateau, au bout d'un moment, il va toucher le fond de l'écluse. Donc c'est du béton. Ces quelques nuages sont inespérés, mais ils ne suffiront pas à tenir jusqu'à la fin de la saison, en octobre. Il faudrait quand même qu'il pleuve d'ici là, mais malheureusement, c'est pas prévu. Donc on ne sait pas jusqu'à quand on pourra naviguer. Les professionnels du tourisme gèrent la situation au jour le jour, mais pour l'instant, selon eux, la sécheresse n'a aucune incidence sur la fréquentation touristique. Autre conséquence en haute montagne, le réchauffement climatique fait fondre les glaciers. Le ski d'été, qui était une spécialité de certaines stations comme Tignes, devient plus difficile à pratiquer. Du coup, les pistes sont parfois reconverties en parcours de vélo tout-terrain pour descendre. Céline Crespi et Antonin Boutard. Quoi de plus exotique que de faire du ski l'été? Ça se passe à Tignes, une des dernières stations à disposer d'un glacier enneigé au mois d'août. Salut Olivier, ça va? Ouais, Jean-Louis. Ouais. Quelle température il faisait ce matin? Moins 2 degrés à 3000, ouais. D'accord. Ça a bien évolué la chute de neige du début de la semaine? Ah, c'était pas mauvais ce matin. Le niveau de la neige, une préoccupation de tous les instants, car l'or blanc se fait rare, une des conséquences du réchauffement climatique. Et la capitale du ski d'été est carrément menacée. On a perdu une vingtaine de mètres en 20 ans, dont 5 mètres dans les 2 dernières années. Le réchauffement climatique est tout à fait traduit par les glaciers et manifestement il s'accélère. Pour continuer à attirer 100 000 touristes l'été, la station doit donc miser sur d'autres activités et développer un vrai plan marketing. Pour nous, il est important de satisfaire les clients et que le ski soit une des composantes, et c'est un des attraits de Tignes vraiment majeur par rapport à ses concurrents, mais ce n'est pas suffisant pour satisfaire les gens. Et ils ne sont pas fous à Tignes, comme 65% de leur clientèle a entre 25 et 35 ans et est plutôt masculine. Leur activité phare sera le VTT, pas le pépère au bord des chemins, mais le freeride, accessible paraît-il. Un peu comme en ski, tu appuies complètement avec la carre externe, donc avec ton pied, par exemple dans un virage à droite, tu auras le pied gauche en bas. Plus qu'un domaine skiable, la station devient un domaine cyclable. Dans les Alpes-Maritimes, hôteliers et restaurateurs protestent. Ils ont été épinglés par les services de la répression des fraudes. Depuis le début de la saison, 4 fois plus d'infractions que l'an dernier et 2,5 tonnes de denrées avariées ont été saisies. Les restaurateurs niçois veulent botter en touche en demandant une réglementation de la profession contre notamment la restauration rapide. Nathalie Jourdan et Frédéric Cerulli. Sur le papier, tout a l'air bon. La mésaventure alimentaire se décèle plus tard, souvent trop tard. J'ai bossé dans le milieu, donc je sais de quoi je parle et franchement, il y a des fois, il faut vraiment faire attention. Quelquefois, c'est sale, hein, ça il faut reconnaître. Hein. C'est toujours pareil, les endroits. Tout dépend où vous allez. Hein. Plus de 2,5 tonnes de denrées avariées saisies cet été dans les Alpes-Maritimes, 4 fois plus d'infractions que la saison dernière. Pas très bon pour l'image d'une profession qui dénonce la méthode employée par les services vétérinaires. Je n'ai pas contre les contrôles, mais que ça se fasse un peu avec une certaine souplesse. Il ne faut pas que ce soit un commando qui arrive dans un restaurant, comme bien souvent ça se pratique sur la côte. C'est vraiment montrer une très mauvaise image de la profession. Des contrôles plus discrets et moins d'amateurisme, voilà ce que l'Union des métiers de la restauration préconise. La personne qui a l'impression de savoir cuire un beefsteak, eh bien, il se dit moi je peux faire un bon restaurateur, il ouvre son restaurant. Et tous ces gens-là ne connaissent pas nos contraintes, ne connaissent pas la réglementation. Et ça fait des années que la profession se bat pour qu'on mette un minimum de formation obligatoire avant d'intégrer ces métiers. Premier visé, les petits, les snacks et les sandwicheries.
Certains restaurateurs n'ont pas de diplôme non plus, hein. Ils ont besoin d'un cuisinier qui sache faire son boulot, c'est tout. Les responsables de la profession militent pour la création d'un label. Les bons élèves, dont la qualification serait ainsi reconnue, l'afficheraient dans leur établissement. Un autocollant de plus pour rassurer les clients. La saison touristique, en tout cas jusqu'ici, se révèle satisfaisante. Il est vrai que du point de vue des vacanciers, l'absence de pluie et la chaleur ont plutôt incité à rester en France. Et puis il y a aussi la multiplication des manifestations culturelles. Exemple près de Lorient, à l'Armor Plage. Reportage Michel Repars et Michel Evert. L'Armor Plage, 8000 habitants l'hiver, près de 16 000 en août. Après un mois de juillet morose, les vacanciers sont arrivés. Dans ce bureau de l'Office de tourisme, plus d'une centaine de demandes de renseignements sont traitées par jour. C'est vrai que beaucoup trouvent que les gens, à part pour la période du festival interceltique, les gens ont un petit peu boudé le mois de juillet, c'est vrai. Mais là, aujourd'hui, il y a du monde en août. Depuis le début du mois, il est difficile de trouver une chambre dans un hôtel ou une place dans un camping à 50 km à la ronde. Ici, par exemple, les 145 emplacements sont occupés. Aujourd'hui, seul le mois d'août semble faire le plein. Début juillet, ça a mis du temps à démarrer, les gens sont arrivés un peu plus tard. Moi, je pense que c'est par rapport aux fins d'année scolaire qui a mis du temps au niveau des examens, enfin, tout ça. Puis bon, une fois que les examens passés, tout, il y a les résultats, ça y est, c'est arrivé normalement, une belle saison. Pour les professionnels du tourisme, l'été ne ressemble donc plus aux années passées. Les vacanciers ont changé leurs habitudes. Sachant qu'aujourd'hui les vacances sont beaucoup plus étalées qu'elles n'étaient il y a quelques années. La réduction du temps de travail a fait que les week-ends sont plus nombreux et ça s'étale davantage sur toute la saison. Si l'activité touristique est au beau fixe pour ce mois d'août dans cette commune littorale, c'est en partie dû au Festival interceltique de Lorient. Les Anglais sont aussi plus nombreux que les années précédentes. Habituellement, ils fréquentent la région en juin et en septembre. Le président Jacques Chirac, accompagné de son épouse Bernadette, s'est rendu à l'office du dimanche à l'église de Bornes-les-Mimosas, tout près du fort de Brégançon, qui est la résidence d'été des présidents de la République où le couple séjourne actuellement. Reportage Pauline Revenat et Chloé Lecomte. Drôle d'équipement pour des paroissiens. Pendant la messe, pas question pour les sœurs de se laisser distraire par la venue du président de la République. C'est pas ça la plus grande des particularités. C'est qu'il y a Jésus qui est vraiment là. Mais rares sont ceux qui iront prier, ils sont surtout là pour le coup d'œil. C'est quoi comme métier, président de la République? Il fait quoi? Il gouverne la France. J'ai déjà vu à la télé. J'étais à la télé, pas en vrai. Il ressemble à quoi? Il ressemble à un président, puisque c'est un président. Des dizaines de sourires, 5 poignées de main pour un autographe. Et sur son chemin, certains parviennent même à lui glisser à l'oreille quelques secrets. Mais c'est l'heure de la messe, pas question d'être en retard pour le couple présidentiel. Bernadette, on nous attend. 1 heure de prière et de recueillement. À la sortie, nouveau bain de foule et des félicitations pour les médaillés français d'Helsinki. Nous avons des athlètes qui ont une immense qualité et qui ont fait la preuve de cette qualité. C'est une grande joie pour tous les Françaises, pour tous les Français et pour la France. Encore 10 jours de vacances pour le président de la République, avant le Conseil des ministres de rentrée. Grand sportif, désormais chanteur à succès, c'est Yannick Noah qui prend la tête des personnalités préférées des Français dans le classement du journal du dimanche. Il détrône Zinedine Zidane. Il faut dire que le sondage avait été réalisé avant que celui-ci n'annonce son retour en équipe de France. Vanessa Rouet et Mélodie Tissot. La personnalité préférée des Français? Johnny Hallyday. Trop rock'n'roll. Il en serait ravi, madame, mais non. Peut-être Victor Hugo. Encore vivant, s'il vous plaît? Nicole Garcia. Trop cinéphile. Il y en a plein. Oui, mais pas tant, qui ait à la fois un corps d'athlète et une voix suave, c'est... Zidane. Et non, Yannick Noah. Cette année, il fallait être sportif et chanteur pour gagner le cœur des Français. Yannick Noah? Pas possible. Vous avez interrogé des Français de quel âge? 15 ans et plus, pourquoi? Mais rassurez-vous, notre zizou national arrive juste derrière. Détrôné cette année car revenu sans doute un peu trop tard dans l'équipe de France. Le troisième, il chante mais ne ressemble pas franchement à Noah. Charles Aznavour. L'éternel crooner, un brin nostalgique, gagne 8 points.
Mais à quoi peut bien se jouer le capital sympathie? Il ne suffit pas d'être très bon dans ce domaine. Il faut qu'il y ait une relation particulière entre la personnalité et les Français. Noah, Zidane, Aznavour, toujours les mêmes me direz-vous? Eh bien non. Les acteurs comme Jean Dujardin et Carole Bouquet, le chanteur Mathieu Chédid, le porte-parole de la FCR Olivier Besancenot et son vélo ont l'honneur d'être pour la première fois dans ce top 50. Et puis il y a ceux qui entrent au palmarès sans doute grâce à leur courage, tel Florence Aubenas. Et cet incroyable récit mêlé d'humour et d'ironie, à peine sorti de captivité. Et là, il a éclaté. Il m'a dit, vous êtes un otage nul. Florence Aubenas trône à la 12e place, à peine plus loin qu'une autre femme de courage, Simone Veil. À Dax, où la fête bat son plein, l'ambiance ne serait pas tout à fait celle de la feria sans les bandas qui rythment les temps forts de la journée. Des bandas que l'on retrouve aussi aux matchs de rugby, aux courses de vaches landaises. Et chaque année, une messe est organisée pour ce symbole de la tradition du Sud-Ouest. David Bazier et Bernard Bonnard. Ça y ressemble, mais une banda, ça n'est pas tout à fait une fanfare. Importée d'Espagne dans les années 60, aujourd'hui, elles sont ancrées dans la culture locale. Los Calientes est la banda de Dax la plus ancienne du Sud-Ouest. D'abord, ce sont des amis qui décident de jouer de la musique dans les rues tout en faisant la fête. Très vite, ils sont devenus une part de l'identité de la ville. C'est la banderole de la banda. J'ai 30 ans depuis tout gosse, je rêvais de porter ce banderole en tant que Dacois. Mais une banda, c'est aussi ça, instrument régulièrement posé car les musiciens se définissent avant tout comme des fêtards. Apéritif dans les différentes bars de la ville. Repas pour ceux qui le prennent juste avant la corrida, re-apéro, redéfilé et re-apéro, jusqu'à 4h, 5h du matin. Et ils tiennent parole. Fin de nuit, Los Calientes sont toujours debout. Le lendemain dès 10h, ils seront dans la cathédrale de Dax, un autre registre. Car chaque année, au moment des férias, Dax organise la messe des bandas. Alors ça attire beaucoup de monde qui viennent pour la feria et aussi pour les entendre, puis pour prier aussi ensemble avec nous. Les bandas, ce sont le moteur de la fête et sans bandas, il n'y aurait pas les fêtes telles qu'on les voit ici. Aussitôt après la messe, les bandas reprennent leur éprouvant parcours. À la fin de la feria, elles auront joué 6 jours et 6 nuits. Tout au fond de la vallée d'Ossau, dans les Pyrénées, le petit train dans la montagne serpente à 2000 mètres d'altitude dans la station de ski d'Artoust. La voie a été construite dans les années 20 pour amener matériel et main-d'œuvre lors de la construction du barrage du lac d'Artoust. Reportage Stéphane Lépinois et Vincent Kellner. De loin, ils se font dans le paysage. C'est une chenille qui ondule discrètement sur le flanc de la montagne. De près, c'est un vrai petit train. Mais ici, la voie du chemin de fer s'apparente plus à un chemin de grande randonnée qu'à une voie TGV. Altitude 2000 mètres. Bien sûr, pour prendre de la hauteur, certains gardent leur préférence. Mais le petit train d'Artoust a ses adeptes. C'est pas un inconvénient de marcher, mais bon, c'est aussi sympa comme ça. Oh, c'est sympa de prendre le train en plein air. La voie est unique, les petits trains ne se croisent qu'à certains endroits. Les passagers ont donc le temps de voir défiler les Pyrénées. Ça nous permet de regarder un peu la nature. Le départ, on est dans un tunnel, mais ça dure assez longtemps et ça c'est bien. Ce chemin de fer, pas comme les autres, date des années 20. Avant d'être touristique, il a servi à édifier le barrage du lac d'Artoust. La voie était les moyens d'amener les hommes et le matériel pour la construction du barrage. Dès le début, dès les années 30-32, ils ont utilisé la voie pour faire visiter la montagne aux excursionnistes. Blasés, les moutons ne regardent même plus passer les trains et les 2200 touristes quotidiens. Le berger, lui, s'en accommode fort bien. Moi, je fais du fromage et ils me le mangent. Ils me font vivre bien. Et autrefois, on ne vendait pas le fromage comme aujourd'hui. Terminus, le barrage. Il ne reste plus qu'à grimper quelques marches pour découvrir le décor sauvage du lac d'Artoust. Pour les plus sportifs, la randonnée ne fait que commencer. Les autres n'ont plus que la descente à contempler.
L'histoire de l'humanité, la paléontologie, l'archéologie, c'est ce que découvrent à travers des stages certains enfants au Beau de Provence, dans les Bouches-du-Rhône, avant la rentrée des classes. Une façon de se réconcilier avec l'Homo sapiens. François-Julien Piednoir et Yannick Arossi. Cet homme-là, est-ce que vous le connaissez? C'est l'Homo erectus. Être ou ne pas être un Homo erectus, telle est la question pour ces jeunes Homo sapiens. Les voyages, c'est quelqu'un qui est parti d'Afrique. Gratter, dépoussiérer, fouiller comme sur un vrai chantier. Objectif, retrouver les traces de son arrière, enfin un lointain parent. L'archéologie c'est intéressant parce qu'on refait pareil que ce qu'il faisait. Enfin, on apprend à faire des choses comme le matériel qu'il faisait. Mais sinon c'est intéressant aussi parce qu'on peut trouver des objets qu'ils ont laissés sur place. Laura, qu'est-ce que c'est que le néolithique? C'est l'époque de... Enfin, Ah, Nora est tombée sur un os. Une question piège comme à l'école. Le néolithique, réponse. c'est la nouvelle pierre, la pierre polie. On remplace le cahier de vacances ici. Plutôt que d'enseigner, je dirais, de façon terrible et austère, nous leur proposons de vivre la préhistoire en leur proposant donc de fabriquer, de toucher du bout du doigt et d'offrir des images à une période où il n'existe aucune image. Voilà. Direction le Tipi. L'archéologue y livre ses secrets et fait tomber quelques idées reçues sur le briquet néolithique. On oublie ce qui est écrit très souvent dans les livres. Il est impossible de faire du feu avec 2 silex. D'accord? On fait du feu uniquement avec un seul silex et une autre pierre, de la marcassite. Et à force de se prendre pour l'homme de Cro-Magnon, ça suscite des vocations. J'ai envie de savoir l'histoire de mes ancêtres. Vous voudriez être archéologue plus tard? Peut-être, je suis pas sûre. Dans quelques semaines, c'est la rentrée des classes. Et pour eux, les vacances seront déjà de la préhistoire. Dans le cadre des rencontres de la photographie en Arles, une exposition inattendue présentée à l'église Saint-Jean de Moustier, celle des favelas du Brésil. L'originalité, c'est que ces photos ont été prises par des jeunes qui habitent ces bidonvilles. C'est une ONG qui a lancé ce projet et la vente des photos est reversée aux jeunes photographes, mais aussi à leur école. Reportage Pascal Golomer et Tristan Lebras. Pour visiter Santa Marta, on ne marche pas. On monte ou on descend d'interminables escaliers. Mais Alex et Georges Alexandre ne sont ni touristes ni journalistes. Ils sont nés dans cette favela, au pied du Corcovado. Et ils y vivent toujours, comme ils peuvent. Ce qu'ils prennent en photo, sans fioriture ni a priori, c'est cette vie-là, leur vie, avec ses gestes quotidiens et ses sourires. Ce que je veux montrer à travers mes photos, c'est que dans la favela, contrairement à ce que les journaux racontent, il n'y a pas que des criminels et des trafiquants de drogue. Il y a une autre réalité, et c'est cette réalité-là que je photographie. C'est Vincent Rosenblatt, un photographe français qui leur a donné il y a 3 ans leur premier appareil photo. Pas de cours théoriques, juste quelques bases techniques élémentaires. À chacun ensuite de trouver son propre style. Vincent est juste là pour conseiller, commenter à l'heure du tirage sur le papier. Les jeunes photographes sont seuls face à leur modèle. J'aime bien cette photo d'un stand de grillade, parce que ça a été tout un travail pour gagner la confiance du vendeur. En fait, c'est lui qui a dirigé toute la séance de prise de vue. Il voulait vérifier le cadre de chaque photographie avant que je déclenche. L'ambition de Vincent Rosenblatt, c'est que ces nouveaux regards, ces regards différents sur la favela, conquièrent leur place dans les médias, au Brésil et à l'étranger. Voilà pourquoi il a fait de son atelier de photographie une agence d'image, pour s'adresser directement aux professionnels. Grâce à des écoles de photo, des agences de communication, des grands labos qui ont adopté le projet, une multitude de contacts dans ce marché, cette chaîne de production de la photographie, des images, a permis de sortir pour beaucoup de ces jeunes de la favela et de faire leur premier pas sur le marché. Alex et Georges Alexandre ont touché leur premier droit d'auteur, une reconnaissance de leur travail. Mais combien de photos faudra-t-il publier pour que l'image de Santa Marta change aux yeux de ceux qui vivent en bas de la colline? Le pari n'est pas encore gagné. Sorti mercredi dans les salles du film The Island, un thriller futuriste réalisé par Michael Bay, un univers de métal et de verre régulé par une autorité mystérieuse. Un film qui connaît, semble-t-il, déjà un gros succès aux États-Unis. Emmanuel Lambert. Parlez-moi de votre rêve. C'est toujours le même rêve, je suis sur un bateau qui va vers l'île.
Et ensuite, je me noie. 2019. Une poignée d'hommes a survécu à un virus planétaire. Il ne reste plus que ce complexe médical et une île préservée. Ultime espoir, être choisi pour repeupler le monde. De Delta, le grand moment est arrivé. À bientôt sur l'île. J'aurais aimé mieux te connaître. Ou deux. Moins de proximité. Et si tout ça n'était qu'un immense mensonge? J'aimerais qu'il y ait plus. Plus? Plus que l'attente d'aller sur l'île. Mon personnage est plus perspicace que les autres. Il n'est pas satisfait des explications qu'on lui donne, ce qui l'amène à découvrir ce qui se passe. En fait, le monde va très bien et eux sont des clones. Leurs corps servent de banque d'organes. Quoi? Des clones? Quoi? Des copies? Je comprends rien à ce que tu me racontes. Une vieille bonne femme pleine de fric a besoin de peau pour se faire lifter, ou son mari tombe malade et a besoin d'un organe. Ils se servent sur vous. Au départ, l'action devait se passer en 2100, mais on l'a rapproché de nous pour que ça soit plus effrayant. Il y a tellement de choses qui se sont passées ces dernières années. On a cloné le chat, le chien, l'embryon humain. Tout va très vite, vous savez. 2 de nos produits se sont échappés. Je vous ordonne de mettre fin à cette situation. Tourné en 5 semaines, le film raconte l'échappée des 2 clones. De Los Angeles à Détroit en passant par le Nevada, le tournage a été extrêmement éprouvant. L'actrice Scarlett Johansson s'est d'ailleurs légèrement blessée au genou. Il y a 300 personnes autour de nous qui se roulent par terre dans les explosions. Vous devez continuer à jouer. Et de toute manière, si vous dites « Ah, je me suis cogné le genou », tout le monde s'en moque. Suspense, explosion, course-poursuite, The Island reprend tous les classiques du film d'action en mêlant science-fiction et questionnement du monde moderne. Tu crois toujours qu'il y a une île? Football avec la 3e journée de Ligue 1 du championnat de France. Cet après-midi, Strasbourg recevait Monaco. Les Monégasques qui s'imposent 2-1 sur les buts de Sikalachi et Chevanton. Les Strasbourgeois dominés ont tenté de remonter au score, mais sans succès. Le but marqué dans le temps additionnel n'a pas suffi. Hier, l'équipe de France du 4 x 100 mètres nous a réservé une magnifique surprise avec cette médaille d'or, un relais fabuleux, une médaille inespérée pour cette équipe. Et puis Ladji Doucouré, couronné 2 fois, reviendra avec donc 2 médailles d'or parmi les filles. Christine Aron, Eunice Barber, eux également récompensés. Résumé de ces championnats du monde avec Christophe Tuchéron. Dieu sait qu'à Helsinki, souvent cette semaine, il a plu à Sceaux. Mais mieux qu'un petit parapluie pour s'abriter, les athlètes français ont tiré au-dessus de leur tête un grand coin de ciel bleu. 6 médailles, un peu d'or, des podiums, quelques revers et beaucoup de bonheur arrosé, si bien qu'il y a eu de l'éclat et des éclairs tricolores en Finlande. Ladji Doucouré, champion du monde du 110 mètres haies à 22 ans, s'est comporté comme un patron, jeune et doué. Au couloir 5, résiste à tout aux adversaires, à la pression, et fait hurler son entraîneur. Depuis petit, je rêvais de ça et je l'ai fait. Avait-il seulement rêvé, Ladji Doucouré, qu'il serait médaille d'or une fois encore avec les copains du relais 4 x 100 mètres? Cognon, Delepine et Dovy, qui terminent le tour de piste en levant le doigt et en champion du monde. Christine Aron n'était jamais montée sur un podium en individuel aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques, ce qui à 31 ans faisait grand défaut à son palmarès. Mais à Helsinki, elle n'a pas perdu sa semaine. Sur 100 mètres et 200 mètres, par 2 fois, elle monte les marches. Elle est 3e. Ça fait tellement longtemps que je cours, tellement longtemps que je fais des efforts, des sacrifices pour avoir une médaille, un championnat que, bon, même si c'est pas la plus belle, mais elle a bon goût celle-là. Le bon goût de ramener 2 médailles, une en argent à l'heptathlon, une en bronze au saut en longueur, Eunice Barber sous une pluie battante, magnifique de volonté avec un bond à 6,76 m. Depuis Séville en 99, elle a accroché 5 médailles des championnats du monde autour du cou. Et ça, chez les Français, personne ne l'avait encore fait. Certes, la France est encore un peu loin des très grandes nations de l'athlétisme, mais elle se rapproche. Avec 6 médailles, le beau bilan, les Bleus rigolent. À Helsinki et sous la pluie, ils ont joué à 1, 2, 3 soleil. Fallait le faire. Puis dernière surprise, la médaille de bronze du 1500 mètres de la Française Boukra Geziel Bantami. Elle a bénéficié en fait de la disqualification de la Russe Chezanko. Elle était arrivée en 4e position. Elle remporte donc cette médaille de bronze. Voilà, la dernière bonne surprise. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Isabelle Martinet, 20h50, cinéma avec un film de Pierre Richard. On peut toujours rêver. Le journal de la nuit avec François Baudonnet. Demain, 7h40 dans les 4 vérités. Jean-Paul Chapelle recevra Bruno Toussaint, un catholique qui participe au JMJ.
13h, vous retrouvez Olivier Galli, 20h, Carole Gessler. Excellente fin de soirée sur France 2. Bonsoir.